Alors, c'est compliqué, hein. Donc, je vais essayer de résumer. J'ai eu la liberté des campagnes pour la Toulouse, ordonnance 14 février 2006, qui avait placé M. Laborie en détention provisoire pour des faits de faux usage de faux, fraude en vue d'obtention d'une allocation de revenu minimum d'insertion, exercice illégal de la protection de l'État et outrage d'une personne de plusieurs à période de vie, dont le jugement d'affaires avait été renvoyé le 15 février 2006. Je vois que M. Laborie avait saisi la Cour de cassation une requête en soumission légitime qui avait été rejetée par décision du 21 février 2006. M. Laborie a relevé après la décision de placement en détention provisoire, laquelle a été confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, rendu le 30 mars 2006. J'ai essayé de faire aller à la pêche dans le dossier, de mettre un peu toutes les décisions qui étaient. Le tribunal correctionnel de Toulouse a par jugement de février 2006, notamment condamné M. Laborie à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour les faits concernés et ordonné un maintien en détention. Déclaration du 7 février 2006, M. Laborie a relevé appel du jugement. Parallèlement, M. Laborie avait présenté le 21 février 2006 des demandes de mise en liberté à raison de la limité de la procédure dans le tribunal correctionnel. Celle-ci a été rejetée en première instance par un arrêt rendu le 30 mars 2006 par la troisième chambre d'appel correctionnel de Toulouse. Déclaration du 4 avril 2006, M. Laborie a saisi la Cour de cassation. Courrier du 29 août 2006, procureur général près de la Cour de cassation a indiqué à M. Laborie qu'il ne dispose d'aucune prérogative permettant d'ordonner la remise en liberté d'une personne incarcérée. La Cour d'appel de Toulouse a par un arrêt rendu le 14 juin 2006 confirmé le jugement de l'opération de Toulouse 15 février 2006, sauf à condamner M. Laborie à une amende de 600 € et ordonner le maintien de M. Laborie en détention. Président de l'audience, je crois que ne pouvoir informer M. Laborie de cette décision est donc l'absence à l'audience. Déclaration du 15 juin 2006, M. Laborie a formé opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2006 par la Cour d'appel de Toulouse. De plus, par déclaration du 15 juin 2006, M. Laborie a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi formé contre la même décision, à savoir l'arrêt du 14 juin 2006, qui devait être signifié étant un temps de signification. Dans le cadre de cette procédure, il a sollicité le bénéfice d'un juridictionnel qui lui a été refusé, au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Arrêt du 6 février 2007, la Cour de cassation a relevé qu'aucun moyen n'était net pour permettre à M. pourvoi et a déclaré que celui-ci non admis. M. Laborie a formé opposition contre cet arrêt, laquelle a été enregistrée le 12 avril 2007, comme l'atteste un courrier qui était adressé le 25 avril 2007 par le greffier en chef de la Cour de cassation. M. Laborie a affirmé s'être vu notifié à la date du 30 mars 2007 le jugement rendu initialement par le tribunal correctionnel le 15 février 2006. Il a alors, par déclaration du 31 mars 2007, formé opposition et appel à l'encontre du dit jugement. De plus, M. Laborie avait formé un recours en révision le 7 avril 2014. La commission de révision de condamnation pénale a, par décision du 10 septembre 2014, rejeté sa demande de révision de la requête du 20 janvier 2015, reçue le 22 janvier 2015. C'est là qu'on arrive chez moi. M. André Laborie a saisi le premier président de la Cour d'appel de Toulouse d'une requête par réparation et détention provisoire, sans mandat de dépôt, sans une condamnation définitive, du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. Donc là, c'est l'intitulé qui est en haut de la requête. André Laborie se réfère à une détention arbitraire établie et ne pouvant pas être contestée par toutes les preuves fournies. Il souligne avoir déposé une demande constitutionnelle pour la réalisation d'un avocat. André Laborie a déposé une requête en réparation et une indemnisation de sa détention provisoire sans mandat de dépôt, sans une condamnation définitive, laquelle il affirme être arbitraire. Dans sa requête, André Laborie précise qu'il demande la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé une détention provisoire arbitraire subie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, soit pour une durée de 19 mois. Que l'arbitraire sans détention est avéré, car la procédure est nulle, notamment au motif. Il n'existe pas de condamnation définitive car la Cour d'appel n'a pas été statuée sur l'appel relevé suite à la décision du 2006, que sa détention n'est pas justifiée par un mandat de dépôt, que le mandat de dépôt émis initialement le 14 février 2006 ne pouvait durer que 3 jours, que lors de l'audience de la comparution immédiate, le maintien en détention a été prononcé oralement sans qu'un nouveau mandat de dépôt écrit ne soit rédigé, que le bâtonnier a refusé de désigner un avocat pour défendre ses intérêts, que le barreau étant dans la procédure partie civile par de faux actes, il existe un conflit d'intérêts. Que par décision du 10 septembre 2014, la Cour de révision des condamnations pénales a rejeté sa demande de révision et, suite aux différents refus de la Chambre pénale statuée dans les 3 mois sur les recours qu'il a formés suite aux refus des différentes demandes de mise en liberté, de la Chambre criminelle, par décision du 21 février 2006, a proposé de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2006 tant que le recours sur la dite décision n'a pas été entendu alors qu'il existait une cause de suspicion légitime, comme il l'explique dans sa requête du 30 janvier 2006. Ensuite, et la Chambre criminelle qui a été refusée de statuer sur le recours enregistré sur la décision du 15 juin 2006 et 6 février 2007. Bon, j'ai quand même eu des problèmes pour résumer, quand même. C'est très simple. Oui, j'ai trouvé
Oui, c'était compliqué. Comme Mais je veux le faire même plus simple que ça. Allez. Courrier des 25 mai 2015 et 8 juin 2015, M. Laboré a maintenu ses prétentions. Conclusion reçue le 22 juillet 2015. L'agent judiciaire de l'État demande de juger que la requête en indemnisation de détention provisoire était recevable. De débouter M. avec sa demande et d'allouer 1 000 € à titre exerçant du code de procédure civile. Alors, l'explication du ministère de l'État est la suivante. M. Laboré n'a pas fait l'objet d'une décision de non-lieu et relâche gratuitement déclarant son innocence. M. Laboré a été condamné par son déclaration du coup de 15 juillet 2006, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 14 juin 2006. L'arrêt de la Cour d'appel en date du 14 juin 2006 est définitif. Le pourvoi formé en cassation par M. Laboré a été rejeté sur ordonnance en date du 6 février 2007. Le recours en révision de M. Laboré a été rejeté sur ordonnance en date du 10 septembre 2014 pour absence d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, après avoir usé toutes ses voies de recours, M. Laboré a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d'emprisonnement ferme, de sorte qu'il n'a pas fait l'objet d'une détention provisoire. Que M. Laboré n'a pas fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relâche ou d'acquittement déclarant son innocence. Qu'en outre, la procédure d'indemnisation codifiée dans les articles 140 et suivants du Code de procédure pénale ne nécessite pas la démonstration d'une faute judiciaire. Alors, que si M. Laboré considère que les services judiciaires ont commis une faute dans le traitement pénal de ce dossier, il a la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'État à ce titre, afin d'obtenir une indemnisation à condition de démontrer la commission d'une faute lourde. Il ne va pas moins que la Cour d'appel de Toulouse est incompétente à ce jour pour statuer sur une telle prétention de la part de M. Laboré. Que la dernière décision rendue dans l'affaire, en l'espèce un arrêt de rejet de cour de cassation fourni par M. Laboré, date du 6 février 2007, que de plus M. Laboré a déposé sa requête de 7 années après la dernière décision de fin définitive, plus seulement le 22 janvier 2015. M. Laboré n'a pas respecté les 6 mois qui étaient importés pour former sa requête à compter de la décision définitive, que la créance de M. Laboré est prescrite dans tous les cas, compte tenu des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription d'aide de l'État. À l'application de ces dispositions, la prescription de 4 ans prévue par ce texte commence à courir le 1er janvier 2008 pour être acquise le 31 décembre 2011, soit plus de 3 ans avant le dépôt de requête. Que la prescription de l'action de M. Laboré comme celle de sa créance sont acquises et sa requête doit être déclarée irrecevable. J'ai les conclusions du 10 juillet 2015, le ministère public demande de déclarer irrecevable la demande de M. Laboré. Voilà, je vais résumer. Est-ce que par rapport au résumé, il y a des choses à rajouter? Bien sûr. Alors, déjà, Monsieur le Président, les conclusions de l'avocat général et les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ne reprennent pas la vraie situation juridique. Ils exposent une situation juridique fausse. Bon, alors moi, je vais vous la reprendre simplement, et les pièces, c'est immuable, on ne peut pas donc les ignorer. Alors, moi je vous saisis pourquoi? Pour avoir été en détention arbitraire par une détention provisoire du 14 février au 14 septembre 2007. Donc 14 février 2006, 14 septembre 2007. Sans une condamnation définitive. Pourquoi? Et bien sûr, vous êtes saisi sur le fondement de l'article 449 à 450, où, dans mes dernières conclusions du 8 juin 2008, je vous ai mis la jurisprudence que l'État est responsable du dysfonctionnement de la justice et que, en cas de détention provisoire injustifiée, nous sommes dans ce cas-là, parce que je n'ai jamais été condamné définitivement. Les causes n'ont jamais pu être entendues équitablement. Il n'y a eu simplement que des décisions arbitraires. Voilà. Donc vous, la compétence, elle vous est attribuée pour statuer sur une détention provisoire injustifiée, conformément aux articles 149 à 150. Pourquoi détention provisoire injustifiée? Parce que M. Laboré avait déposé une requête en suspicion légitime à la Cour de cassation le 30 janvier 2006, signifié au parquet général par huissier de justice à Mme Desparé-Cerny, qui s'est substitué à M. le procureur général, par un acte du 3 février 2006. Les pièces que je relate, vous les avez
dans votre dossier et vous les avez dans votre dossier. Que de ce fait, nous ne sommes pas dans un cas de récusation de magistrat dans la requête. Nous sommes dans le cadre d'une requête en suspicion légitime de toute la juridiction non toulousaine. Cela veut dire qu'au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 1987, qui justement en a le cas type, dans la requête que j'ai déposée en suspicion légitime, j'avais demandé donc que soient joints les faits suspensifs. Et comme dit l'arrêt de la Cour de cassation, dans la mesure qu'on joint les faits suspensifs à la requête, d'office, le surseoir à statuer est d'ordre public. Car le parquet général, quand il a eu connaissance par huissier de justice de cette requête, avait 10 jours pour introduire son mémoire à la chambre criminelle. Et c'est au cours de ce mémoire à la chambre criminelle, dont le contradictoire doit être respecté avec moi, que la Cour de cassation statue sur justement la demande de suspicion légitime et en ordonne donc les faits suspensifs. Que dans ce laps de temps, comme dit l'arrêt du 6 novembre 1987 que je vous ai fourni, la juridiction toulousaine, au vu du surseoir à statuer, ne pouvait pas prendre un quelconque jugement, dossier à mon encontre, dans la mesure qu'il y avait cette procédure de suspicion contre toute la juridiction toulousaine. Que de ce fait, M. Laborie a eu en répression le 14 février 2006, a fait l'objet d'une détention provisoire avec un mandat ordonné le 14, mais dans une procédure de comparution immédiate. Et nous savons tous que le mandat de dépôt dans une comparution immédiate n'est valable que 3 jours. Il faut qu'il soit renouvelé. Ensuite, si besoin, que le 15 février 2006, alors qu'il existait une requête en suspicion légitime et la chambre criminelle n'avait pas encore statué, elle n'a statué que le 21 février, et moi, le 15 février, alors que la juridiction toulousaine était interdite de statuer, a pris arbitrairement le 15 février 2006 un jugement sans respect de contradictoire en quoi que ce soit, car nous avons dans les pièces, autant dans le procès-verbal de comparution immédiate, autant dans l'ordonnance de mise en détention, M. Laborie a bien spécifié dactylographié qu'il accepte d'être jugé après avoir obtenu les pièces de la procédure. Les pièces de la procédure, Monsieur le Président, vous qui êtes en plus le chef de toute la juridiction, le contradictoire doit être respecté, article 6.1.6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les pièces n'ont même pas été produites au vu de la demande que j'ai faite sur l'article 802 alinéa 46, qui est effectivement d'ordre public sous peine de nullité de toute la procédure. Donc le jugement qui a été rendu le 15 février 2006 est bien arbitraire, sans contradiction, sans pièce de procédure, mais en plus, c'est que la juridiction ne pouvait pas se saisir au vu de la requête en suspicion légitime.
Et après, il y a tout qui va derrière. Immédiatement, bien sûr, j'ai fait donc appel. Donc, appel, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement. Premièrement, le tribunal était incompétent. Il y avait une requête de suspicion légitime. On me remet donc en prison sans mandat de dépôt, parce que le mandat de dépôt il est valable que jusqu'à l'audience de la comparution. Personne ne m'a porté un mandat de dépôt. Dans le titre d'écrou, il est bien effectué, mandat de dépôt du 14 février. Celui du 14 février est valable 3 jours. Donc là aussi, c'est incontestable. Au vu de cette détention arbitraire que je m'en suis aperçu de suite, j'ai fait bien sûr un appel. On est dans une détention provisoire. Le tribunal aurait dû se saisir, suivant l'appel qui est enregistré au ministère de la Justice au greffe de la maison d'arrêt, au plus tard dans les 20 jours. Personne ne s'est saisi. Et j'étais convoqué à la cour d'appel où, par arrêt du 30 mars, les personnes qui étaient justement concernées dans ma requête en suspicion légitime a rendu justement un arrêt me refusant ma liberté au prétexte qu'il y aurait eu des victimes, alors qu'il n'y avait aucune victime. Les victimes, c'était des amis à moi, et il n'y avait aucune victime, sans rien. Il m'a rejeté donc ma liberté, et j'ai fait un pourvoi en cassation. Bon, on est déjà dans le cadre de détention arbitraire. Je frappe à la cour d'appel, je dis, bon voilà, c'est une détention arbitraire, libérez-moi. On me refuse. Je fais un pourvoi en cassation. Dans ce cas-là, la cour de cassation se doit de statuer dans les 3 mois. Et vous avez un arrêt du mois de juillet ou d'août du procureur général à la Cour de cassation qui me dit, effectivement, on a votre pourvoi du 30 mai, il me répond au mois d'août, ça fait déjà plus de 3 ans. L'audience n'est pas fixée. Donc, ce qui confirme bien que la Cour de cassation, n'ayant pas statué dans les 3 mois, le parquet de Toulouse aurait dû me libérer. Non, ils se sont vite empressés de statuer sur l'appel du jugement du 15 février 2006, en date du 30 mai, oui. Donc l'arrêt a été rendu le 14 juin 2006, alors que M. Labourie n'a jamais été donc à l'audience. Il était présent par le fait d'avoir demandé que soit respectée la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 6 et 6.3, car j'avais mon avocat parisien qui avait obtenu... En même temps, c'est que moi, je ne peux pas remettre en cause... Attendez. Ah non, non, non. Mais bien sûr, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas surtout là, j'explique, on n'est surtout pas là pour remettre en cause les décisions qui sont rendues. Mais le problème, ces décisions, j'en reviens, ne sont pas définitives, c'est là-dessus que je viens. Parce qu'en date du 15 juin, j'ai formé donc opposition. Et l'opposition sur cet arrêt-là n'a jamais été entendue. Elle a été enregistrée par le ministère de la Justice, par les services du greffe de la maison d'arrêt, a été communiquée au parquet de Toulouse, et j'ai su par la greffière que c'est l'avocat général qui l'a mis sous son coude pour cacher justement cette opposition. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Voilà. Que de ce fait, Monsieur le Président, mon opposition, ben oui, mais c'est la réalité, mon opposition n'a jamais été entendue. Que de ce fait, à la suite de l'opposition, pour me protéger, j'ai fait un pourvoi de cassation. Mais comme je l'explique, le pourvoi de cassation est recevable que quand l'opposition, il est effectivement entendu, en rejet ou en acceptation. Mais la voie de recours est toujours pendante. Soit après différentes relances, pendant plusieurs années, auprès du parquet général de Toulouse,
pensant que peut-être mon affaire serait jugée correctement, on a effectivement obstrué les demandes de M. Laborie, et de ce fait, il ne peut exister aucune décision définitive. Les décisions qui ont été prises ont été rendues par la forfaiture. Que de ce fait... mais attendez, on respecte le contradictoire, on respecte le contradictoire. Hein. Donc, je veux dire, nous sommes dans... Non, voilà, et j'en finis. Pourquoi, madame? Non, 2 minutes encore. Oui, 2 minutes, après... 2 minutes suffit. Donc, si vous voulez, comme je vous ai dit, on est saisi dans une détention arbitraire. Vous représentez le parquet peut-être, madame? Je ne sais pas. D'accord. Donc, monsieur le président, on est dans un cas de détention provisoire injustifiée par des actes de condamnation qui ne sont pas définitifs par rapport aux voies de recours qui sont toujours pendantes, et dans la mesure que j'ai consommé cette détention qui est en votre devoir au vu de l'article 149 à 150, à ce que vous preniez en considération ma demande d'indemnisation qui est de droit. Donc en fin de compte, vous êtes saisi sur un dysfonctionnement du service judiciaire qui a abouti à une détention provisoire injustifiée. Et là-dessus, c'est immuable, madame la procureure, parce que vous comprenez très bien, je n'en resterai pas là. Les pièces sont là. Elles sont là, ne peuvent pas être contestées. Vous mettez même en danger toute notre juridiction. Vous mettez en danger même monsieur le premier président de la Cour d'appel, car les pièces, on ne peut pas les ignorer, la suspicion judiciaire. Donc je demande 350 000 €, monsieur le président, donc à valoir sur tous mes préjudices, tous confondus. Et de rejeter, bien sûr, les conclusions de madame l'avocat général pour le procureur général et de l'agent judiciaire du Trésor, qui ne reprennent pas, bien sûr, la vraie situation juridique. Alors que mes conclusions avaient pertinemment donc fait la motivation, la chronologie donc, de la procédure, soit un dysfonctionnement donc, de notre système judiciaire où j'en suis victime. Je vous en remercie, monsieur le président. Confirme sur l'écriture. Avec la frustration de tout avocat, oui, je m'en remets à l'écriture d'abord judiciaire, étant précisé qu'il vous est quand même demandé d'être Dieu le Père. Je ne doute pas que vous ayez cette capacité. Et donc de procéder à la relaxation, c'est un terme que je trouve à page de la requête de M. Laborie, que je connais bien, hein, parce que j'étais longtemps membre du Conseil de l'Ordre, et donc on a eu l'occasion de se rencontrer. Voilà. Pas d'autres observations, il me semble que c'est... Donc à la fois démonter M. Laborie de ses demandes et 1 000 € article 700. Hein. Voilà. Alors, ministère public. Oui, monsieur le Président, j'ai manifesté un peu la patience parce que c'est vrai qu'on connaît tous bien M. Laborie et qu'il a toujours la tendance à vouloir donner des cours de droit ou de procédure sans maîtriser effectivement ce qu'il dit. Donc, j'ai fait des conclusions au terme desquelles je vous demande de déclarer sa demande irrecevable à des titres, puisqu'effectivement, il a été condamné par une décision devenue définitive, donc il n'est pas du tout dans les critères d'application de l'article 159 du Code de procédure pénale. Et au surplus, il a présenté sa requête 7 ans après la dernière décision devenue définitive. Monsieur Laborie a la propension de mélanger un peu tout, et je crois qu'on a déjà tenté au niveau du parquet général de lui faire comprendre un certain nombre de choses qu'il n'a pas voulu entendre. Pas d'autres réponses. Alors si vous voulez bien, monsieur le président, je ne peux pas être responsable des erreurs du parquet. Voilà. Suffisamment entendu, monsieur. Mais madame, les pièces sont là, avec tout mon plus grand respect. Je pense que nous n'arriverons pas à un accord. Je crois que on ira plus loin, c'est pas un problème, hein, on y retrouvera. 30 septembre. Vous savez, ce qui a vous mettez en danger, monsieur le Premier Président, dans votre argumentation, c'est tout. On connaît très bien le parquet, madame la présidente, madame la procureure, avec tout mon respect. Ah non, vous savez, j'ai toujours eu le rappel avec le parquet et avec toute la juridiction. Hein. Stop pour aujourd'hui. Je vous en remercie, monsieur le Président. 30 septembre. Merci.